Bonjour à tous, c'est Mickaël. On se retrouve aujourd'hui pour les actualités de la semaine du 12 octobre. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs informations extrêmement importantes car il y a eu des vulnérabilités critiques qui sont tombées tout au long de la semaine. Et on verra également de nouveaux secteurs qui commencent à être impactés par des vulnérabilités qui sont de plus en plus critiques. On verra des objets connectés, on verra des voitures, on verra des appareils médicaux. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir avoir toutes ces informations. Si vous êtes débutant dans le secteur de la cybersécurité, je vous invite tout de suite à télécharger le guide que vous pouvez trouver dans la description. Et si vous aimez l'actualité en cybersécurité, je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne YouTube. On va commencer par la première actualité du jour, qui est une vulnérabilité qui a été trouvée sur les Fortinet. Donc les Fortinet, ce sont des pare-feux qui vous permettent de vous protéger de l'extérieur de votre réseau. Et actuellement, il y a une vulnérabilité qui est classée 9,6. Donc c'est la vulnérabilité qui s'appelle la CVE 2022-40684 qui permet de faire du contournement d'authentification sans être authentifié. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est vraiment extrêmement important en termes de vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, aujourd'hui, elle va impacter en fait tout ce qui est FortiProxy et FortiWeb. Donc globalement, les recommandations qui sont faites, c'est d'aller voir déjà dans votre système de log si vous arrivez à voir cet élément-là. Donc le user est égal local process access, parce que ça voudrait dire que vous avez déjà été compromis. Mais de manière plus globale, il ne faut jamais exposer l'interface de son pare-feu sur l'extérieur. La deuxième actualité de la journée, elle va parler de Emotet. C'est un malware qui a été créé par Mummy Spider, alias TA542, en juin 2014. Initialement, il a été conçu comme un cheval de Troie bancaire et il a été transformé en chargeur polyvalent en 2016, capable de fournir une charge utile une fois que l'infection a été réalisée. En janvier 2021, l'infrastructure d'Emotet avait été fermée par l'intervention des forces de l'ordre. Et en novembre 2021, on avait vu sa réapparition sous le nom de TrickBot grâce à l'équipe Conti qui aujourd'hui n'existe plus. Alors l'évolution de ce malware, elle est perpétuelle parce qu'ils ont ajouté la suite par exemple Cobalt Strike qui est très utilisée par les personnes qui font du test d'intrusion en interne et ils augmentent également leur vecteur d'attaque pour évoluer en permanence, ce qui lui permet de rester dans le temps même si on va dire leurs infrastructures se font arrêter assez régulièrement. Alors comment ce malware s'introduit généralement dans les structures? La première chose à faire, c'est qu'il va envoyer une vague de spam qui va contenir des logiciels malveillants ou des URL malicieuses par email. Et dans ces logiciels malveillants, on va souvent retrouver des fichiers Excel avec des macros natives ou en PowerShell ou encore en VBA. Et ces macros, elles vont appeler des binaires natifs qui vont faire des actions malveillantes, ce qui va empêcher une détection assez simple, on va dire, de ce malware. Depuis l'arrêt de la première infrastructure, deux nouveaux clusters nommés Epoch 4 et Epoch 5 ont été mis en circulation avec une séparation entre les pays qui vont héberger les serveurs et ceux qui vont héberger les modules qui sont utilisés pour la récupération d'informations. Les personnes qui sont derrière ce malware ont développé deux nouveaux modules récemment, un pour capturer les données de carte de crédit sur Chrome, l'autre pour se répandre via le SMB. La troisième actualité qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la vulnérabilité critique sur Zimbra. Zimbra, c'est un logiciel de messagerie qui vous permet d'envoyer et de recevoir des emails. Et il souffre actuellement d'une vulnérabilité classée 9,8, donc elle est extrêmement critique. Cette vulnérabilité, elle permet à un attaquant d'uploader un fichier malveillant pour réaliser différentes actions. Il lui suffit d'envoyer une archive CPIO ou TAR par email pour réaliser cette exploitation. La vulnérabilité, elle est liée à la méthode utilisée par le moteur d'antivirus Amavis, qui est utilisé dans Zimbra pour tous les emails entrants. La vulnérabilité, elle serait exploitée depuis septembre 2022 et aucun patch n'est disponible. Cependant, l'équipe de Zimbra demande aux personnes d'installer le package PAX, donc PAX, qui permet l'extraction du contenu des pièces jointes compressées par Amavis. Dans le cas où il n'est pas présent, Amavis va utiliser l'ancienne méthode CPIO qui est vulnérable. Ici, on a les équipes de Rapid7 en fait qui ont expliqué qu'il est possible grâce à une seconde 0day de pouvoir élever ses privilèges pour obtenir un accès root. Ils ont également détaillé l'ensemble de la démarche et des systèmes qui étaient impactés. Donc ici, on voit que tout ce qui est Oracle Linux 8 est vulnérable, Red Hat Entreprise est vulnérable, Rocky Linux est vulnérable, CentOS est vulnérable, Ubuntu n'est pas vulnérable parce qu'en fait Pax est installé par défaut, Ubuntu 18.04 est installé et il y a eu un patch qui a été proposé par Ubuntu sur CPIO. Ici, il vous explique la démarche à réaliser pour pouvoir exploiter cette vulnérabilité. Et ensuite, ici, il vous explique qu'il est tout à fait possible d'élever ses privilèges grâce à un module Metasploit qu'ils avaient développé. J'aime beaucoup ce type de vulnérabilités qui sont un petit peu exotiques. Là, on parle de vulnérabilités qui ont été trouvées dans le Canon Medical Vitra View, qui est un logiciel qui permet de faire de l'imagerie médicale. Et certains chercheurs ont trouvé en fait une XSS dedans. Alors une qui est sur la page d'erreur et une autre qui est présente sur la page d'administration. Et en fait, ces XSS potentiellement,
elle permettrait à un attaquant, via de la manipulation utilisateur, d'obtenir des accès plus importants et d'accéder à des données du panneau administratif. Donc on voit que finalement, même des logiciels qui sont censés être protégés parce qu'ils ont vraiment la vie des utilisateurs entre leurs mains, ils ont des données qui sont extrêmement critiques, ne le sont pas forcément. Et là, le fabricant avait mis en place, on va dire, des restrictions sur certains éléments, mais c'était relativement facile à contourner pour arriver à mettre une XSS. Et aujourd'hui, on peut s'apercevoir que tous les équipements sont impactés par la cybersécurité, quel que soit le domaine d'activité. Une actualité également très importante parce qu'elle touche un grand nombre de personnes, ce sont toutes les personnes qui vont télécharger en général des cracks pour les jeux vidéo pour éviter de les payer ou encore des logiciels de triche pour ces jeux vidéo. On a un nouveau malware en fait qui s'appelle Erbium qui est en vente actuellement et qui a été vendu par un russe entre 9 et 150 $. Donc le prix il augmente au fur et à mesure du temps et c'est vendu en général sur le dark web. Il est intégré dans des binaires de cracks de jeux vidéo et des logiciels de triche. Alors une fois que vous allez avoir installé en fait ce malware, il va aller récupérer vos identifiants utilisateurs, les informations de votre gestionnaire de mot de passe, les informations de vos portefeuilles crypto si vous en avez, et tout ce qui est information de sécurité comme le 2FA par exemple. Donc faites très attention quand vous allez télécharger des cracks pour des jeux vidéo ou ce genre de choses. Premièrement, c'est illégal donc je ne peux pas vous le recommander. Et deuxièmement, faites très attention à ce que vous téléchargez parce que souvent les propagations de malware se font beaucoup plus facilement par ces biais-là. Toyota se fait épingler une nouvelle fois pour un problème de cybersécurité. Un développeur tiers de Toyota a mis sur GitHub en décembre 2017 le code du site d'assistance T-Connect qui propose des fonctionnalités comme des clés numériques pour déverrouiller sa voiture via son smartphone. Sur le GitHub était présent une clé d'accès au serveur qui contenait les emails de 296 000 personnes. Officiellement, cette information a été détectée à la mi-septembre 2022, soit quasiment 5 ans après, et Toyota n'est pas en capacité à dire si les données ont été volées sur le serveur ou pas. Suite à cela, Toyota a supprimé la clé du GitHub et bien sûr a mis à jour la clé de sécurité. Un attaquant qui aura eu accès à ces données pourra utiliser ces emails pour faire du phishing ciblé autour de Toyota. En mars 2022, Toyota avait déjà subi une cyberattaque qui a fermé ses usines pendant plusieurs jours. Donc on s'aperçoit qu'il y a des vraies problématiques de cybersécurité, surtout dans le milieu de l'automobile, qui est encore très en retard dans ce domaine-là. Une news qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est la fuite de code source du processeur Intel Alder Lake de 12e génération, ce processeur qui date d'il y a à peine un an, en novembre 2021. La clé de sécurité qui permet de signer les signatures du boot de sécurité Intel était également présente dans la fuite de données. Le chercheur Mark Ermolov a indiqué que dorénavant, l'Intel Boot Guard ne pourrait plus être considéré comme un élément de confiance. Et à partir de maintenant, les pirates vont pouvoir créer des BIOS malicieux qui seront considérés comme valides et ça c'est vraiment extrêmement grave. Les données, elles ont été diffusées sur 4chan et sur GitHub avec l'ensemble de la documentation et cette fuite, elle proviendrait d'un tiers de chez Intel. Cette fuite, elle va également permettre aux chercheurs d'identifier des vulnérabilités plus en profondeur dans ces architectures. Intel a dit que s'il trouvait des vulnérabilités, il pouvait les remonter sur un programme de bug bounty. Alors la grande question que j'ai envie de poser, mais pourquoi en fait Intel ne met pas directement en libre accès son code source? Bien sûr, les clés de sécurité ne devraient pas être en libre accès, mais tout le reste du code devrait l'être pour que les chercheurs puissent vraiment étudier les questions et puissent faire évoluer la sécurité. Parce que ces processeurs sont extrêmement utilisés dans un grand nombre de PC et d'ordinateurs. Et enfin, la dernière actualité qui m'a beaucoup surpris quand je l'ai lu, mais aujourd'hui qui est quand même très réaliste, c'est qu'un chercheur qui s'appelle Jonathan Knudsen a trouvé une vulnérabilité en faisant dans les ampoules connectées Tradfri d'IKEA. Via un signal Zigbee, il arrive à restaurer la configuration au format usine de l'ampoule. Après cette attaque, toutes les lumières sont allumées à pleine luminosité et un utilisateur ne peut pas contrôler les ampoules avec l'application IKEA Home Smart ou encore la télécommande Tradfri. Cette vulnérabilité, elle a été notée 7,1 sur 10 en juin. Un patch partiel a été proposé par IKEA. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également la passerelle Tradfri qui souffre aussi d'une vulnérabilité qui peut la rendre inopérante, ce qui va empêcher l'utilisateur de pouvoir contrôler les lumières connectées et les autres appareils connectés qui sont dessus. Cette vulnérabilité, elle était plus faible. Elle a été notée 6,5 avec un correctif qui a été apporté en février 2022. Les deux vulnérabilités, elles avaient été remontées au fabricant en juin 2021. Et ce que le chercheur explique, c'est que ces attaques elles sont réalisables avec l'achat d'un module radio qui va coûter 25 $ et d'un ordinateur sans forcément avoir de connaissances préalables sur la victime. Et il y a une possibilité d'exploitation d'une portée de 10 à 100 mètres. C'est quand même assez énorme pour des objets connectés via du module Zigbee. Et les chercheurs, ils pensent qu'une analyse plus approfondie pourrait mener à une compromission totale en fait de ces objets connectés,
mais ils ne souhaitent pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément le temps et pas forcément l'envie. Aujourd'hui, les grosses entreprises qui font de l'IoT devraient intégrer des phases de fuzzing lors du processus de développement, c'est-à-dire envoyer des paquets qui sont mal formés pour essayer d'identifier justement ces effets de bord et toutes les interconnexions qu'il peut y avoir dessus. J'espère en tout cas que vous avez aimé ces actualités de la semaine du 12 octobre. Pensez à mettre un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et dites-moi s'il y a d'autres actualités dont vous avez envie de parler en commentaire sous la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!